Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous travaillons, tous les êtres humains travaillent, sans le savoir encore, à une œuvre, on peut dire extraordinaire. C'est l'accession de l'humanité à son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, évidemment, c'est pour le lointain. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles. Pour l'instant, c'est difficile à pouvoir imaginer, mais on peut en voir les contours de ce que peut représenter une humanité qui aurait atteint son ultime perfection, c'est-à-dire une humanité qui a atteint la paix universelle, qui a atteint un fonctionnement universel, la fin des frontières, une écologie 100%, c'est-à-dire plus aucun impact sur la planète, sur les autres espèces, ni sur nous-mêmes. Un homme qui n'est plus un loup pour l'homme, et au contraire qui a atteint une empathie, un degré d'empathie, d'amour et voilà, donc une humanité qui vit avec un minimum de danger et donc dans un état de sérénité, un état de grande sérénité, et donc qui permet l'accession à la contemplation et à l'extase, parce qu'en fait c'est ce qui est recherché à mon sens, c'est atteindre cet état d'extase qui est le plus haut degré de l'esprit, le plus haut degré de l'existence. Les grandes religions ont déjà parlé de ça, voilà, atteindre l'état de Bouddha, atteindre dans le soufisme, atteindre à travers le dhikr, l'état suprême de fusion avec le divin, etc. Alors, pour démontrer cette théorie, alors évidemment que cette théorie, il y a 25 ans, quand je l'ai mis en œuvre, tout un tas d'interrogations est arrivé. La place du mal, du bien, par exemple. Il fallait que je le comprenne dans cette évolution. Pourquoi il y a le mal dans cette évolution? Pourquoi, etc. Et justement, on va essayer d'éclairer un petit peu aussi cet espace en s'appuyant sur une vidéo, sur un podcast de France Culture. En ce moment, cette semaine, France Culture avec Philosophie, l'émission de Géraldine Moulman, est consacrée à Spinoza. Et donc dans sa vision du bien et du mal. Et on va c'est la deuxième vidéo, je vais relancer la vidéo et je commente, c'est un petit peu comme ça que je pratique. Voilà, allons-y. Alors il est vrai que j'ai laissé dans ma question le problème du Dieu personne, du Dieu du moine. Mais d'ailleurs on sent bien que dans leur discussion c'est plus le sujet. D'ailleurs il se demande lui-même si ça existe encore, si c'est le diable, le moine. Donc d'une certaine façon le dialogue ne l'invoque pas directement dans l'évolution du jugement. Alors là c'était à partir d'un extrait d'un film de Claude Autant-Lara, l'Auberge Rouge, où un moine était succombé en fait au désir d'une femme. Donc en fait tous ses vœux, tout son engagement à partir du moment où il rencontre cette femme s'évanouissent. Et évidemment l'homme, l'être humain, il est dans cette nous sommes vulnérables en tant qu'hommes constructeurs, nous sommes vulnérables. Évidemment, l'humain accompli, donc l'humain qui aura atteint cet état de perfection, n'aura plus
cette dualité, cette ambiguïté, cette complexité d'existence. Ça correspond, cette complexité d'existence, elle correspond à l'homme constructeur que nous sommes. Et c'est nécessaire que ça soit comme ça, en fait. Et du désir. Paul Rateau, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient de dire là avec Pascal Gillot sur cet extrait? Mais écoutez, moi, ce que cet extrait m'inspire, si je puis dire, c'est que, au fond, il est bien clair pour Spinoza que la libération à laquelle il nous invite, et qui est au fond tout le travail depuis le traité de la réforme de l'entendement qu'il opère, c'est au fond de nous libérer des préjugés, nous libérer aussi, alors pas des passions, parce qu'il ne s'agit pas d'éradiquer les passions, mais en tout cas d'arriver à sortir de cet état de servitude qui nous caractérise fondamentalement. Et cet état de servitude, c'est le fait que nous sommes dirigés par nos affects et que nous ne relevons pas véritablement de nous-mêmes, nous ne nous appartenons pas. Et la connaissance, au fond, ça doit nous émanciper, c'est-à-dire comprendre les causes de ce qui se produit et des motifs qui peuvent bien nous agiter, et faire précisément que nous ne sommes pas véritablement ou complètement l'auteur de nos actes, ou plus exactement les actes que nous produisons ne visent pas véritablement à notre épanouissement, à la réalisation de notre être, mais et effectivement, Spinoza a raison, nous ne sommes pas les auteurs de nos actes, on est motivés par tout un tas de moteurs instinctifs, inconscients, pulsionnels, etc., qui sont là. Et mais ça correspond. Alors, c'est là où l'engagement du philosophe est vraiment intéressant, c'est-à-dire que il veut aider ses frères humains, il veut aider l'humanité à comprendre ce qui se passe, à s'améliorer, etc., à faire tomber de la souffrance qui est inhérente à nos conduites instinctives, à des conduites qui sont irréfléchies, qui sont pas, voilà, et qui font que ça engendre ce que nous appelons le mal dans l'humanité, voilà. Et donc c'est un travail pour améliorer l'humanité. Mais il comprend bien que ces pulsions, nos passions, etc. sont là aussi elles ont du sens. C'est ce que veut, à mon sens, expliquer Spinoza déjà à son époque. Et ça, c'est exceptionnel, il faut le dire. Plutôt, lorsqu'ils sont conduits par des passions dites tristes, ce que Spinoza appelle des passions tristes, c'est-à-dire tout ce qui relève de la jalousie, de la haine, de la colère, nous porte pas vers l'affirmation de notre aide, de notre puissance, au déploiement véritablement de ce qui permet. Et on peut évidemment voir la place de la jalousie dans le mal, tout ce que ça inclut, c'est-à-dire entre la criminalité ordinaire jusqu'à les guerres qui sont basées sur la jalousie en règle générale, la haine, la violence envers une autre nation, un autre peuple, etc. C'est la jalousie qui est bien souvent le moteur de cet état. Donc ça c'est important. De nous réaliser en quelque sorte. Et la connaissance, elle doit nous aider à cela, même si évidemment la seule connaissance ne suffit pas. Il faut que l'affect lui-même soit à son service, c'est-à-dire que la raison qui nous guide, puisque c'est l'horizon, vivre selon les préceptes de la raison, c'est pas une raison, je dirais, pure de tout enracinement dans l'affect, c'est-à-dire dans la sensibilité, dans la bienveillance, ce qui est évidemment un travail extrêmement difficile. Évidemment, c'est un programme que j'énonce comme ça, qui peut paraître facile à énoncer, mais qui demande une vie entière. Hein. Alors, et c'est là où c'est très intéressant, parce que Spinoza, à son époque, parle en termes d'individu, parce qu'il ne peut pas en parler en termes d'humanité. À l'époque, il n'a pas devant les yeux la possibilité de voir
le chemin de l'humanité dans son ensemble. Aujourd'hui, les progrès ont été tels au sein de l'humanité qu'on peut imaginer un fonctionnement universel dont on a déjà construit les structures. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du tourisme, du travail, etc., etc. Donc, on sait que, et puis on a déjà cette idée de village planétaire, on circule, etc. On peut voir poindre un fonctionnement universel, et donc quelque chose qui peut, on peut souhaiter la joie, ce que souhaite à l'échelle individuelle Spinoza. Aujourd'hui, on peut le hisser au niveau de l'humanité et le penser pour l'humanité dans son ensemble. Et puis surtout, voir aussi le chemin de l'humanité, une sorte de finalité. À l'époque de Spinoza, c'était pas possible. Aujourd'hui, on peut mesurer tous les progrès qui ont été réalisés jusqu'à aujourd'hui et prolonger ces progrès dans le futur pour voir ce que cherche à atteindre intuitivement l'humanité. Et ça, c'est nouveau. Si Spinoza était maintenant, vivait aujourd'hui, il aurait un point de vue qui s'intéresserait à la finalité de l'humanité, à mon sens, évidemment. Alors vous avez l'air de dire, exactement comme Bernard Potra hier, éditeur des œuvres complètes de Spinoza, que cette œuvre, on l'étudie toute une vie, c'est son cas. Vous avez étudié aussi d'autres auteurs, Paul Ratteau, et que ça nous change, ça nous fait comprendre des choses intellectuellement, mais ça nous change profondément dans le rapport, par exemple, à certains affects. Et c'est un éducateur complet, Spinoza. Est-ce que vous avez l'impression que ce moine, dans l'extrait du film Le Berger Rouge, Pascal Gillot, bien sûr, sans le savoir certainement, apprend à se méfier moins de certains affects, voire à y voir quelque chose de tout à fait acceptable, à savoir le désir sexuel pour une femme ici découverte. Est-ce que vous avez l'impression qu'en effet, cela illustre que pour Spinoza, c'est changer la vie qui compte lorsqu'il nous parle? Ah oui, absolument, changer la vie, puisqu'il me semble d'ailleurs que cette question très compliquée du statut du bien et du mal, de leur distinction, de leur relativité ou de leur absoluité, elle est indexée pas seulement à une morale, mais à une politique. Puisque lorsqu'il est question du vrai bien, Spinoza évoque la nécessité d'un travail commun de la rationalité, cum alis, avec les autres, et avec beaucoup d'autres, et avec beaucoup d'autres individus, et il importe à mon bien et à mon bonheur qu'ils pensent avec moi. Alors pour revenir voilà, alors là, ça c'est trop génial, on va revenir un petit peu en arrière. Évoque cette question très compliquée. Qu'en effet, cela illustre. On va réécouter parce que là, je pensais à autre chose. C'est changer la vie qui compte lorsqu'il nous parle. Parce que là, il y a quelque chose d'universel. Changer la vie, puisqu'il me semble d'ailleurs que cette question très compliquée du statut du bien et du mal, de leur distinction, de leur relativité ou de leur absoluité, elle est indexée pas seulement à une morale, mais à une politique. Puisque lorsqu'il est question du vrai bien, Spinoza évoque la nécessité d'un travail commun de la rationalité, cum alis, avec les autres, et avec beaucoup d'autres, et avec beaucoup d'autres individus, et il importe à mon bien et à mon bonheur qu'ils pensent avec moi. Alors c'est là où c'est les prémices d'une vision téléologique avec une finalité, parce que là c'est pour plusieurs êtres humains, les autres en fait, mais les autres aujourd'hui on peut les étendre complètement. Un philosophe est en droit de penser universellement, de penser à tous les êtres humains, sans exception. Aujourd'hui, c'est logique de penser comme ça. Un philosophe universel, il est dans cet état d'esprit. Et Spinoza était dans cet état d'esprit, sauf que son monde était réduit à la nation hollandaise où il habitait, peut-être l'Europe, peut-être, voilà. Mais il pouvait pas guère penser au-delà de tout ça, pour l'instant, à cette époque.
pour revenir à l'histoire du moine, qui est tout à fait édifiante et charmante aussi, on pourrait se dire, et voilà, il découvre la joie de l'affectivité, de l'amour pour une chose singulière, une femme, et il se détourne de la tutelle théologique. Et on peut se demander si on ne peut pas faire une lecture inverse, si on reprend les textes de Spinoza terribles, qu'évoquait aussi Paul Rateau, la servitude humaine, c'est la mécanique infernale des affects, qui sont presque tous terribles, jusqu'à ce qu'on arrive à un salut qui est un affect, certes, il faut de l'affect, mais c'est l'amour intellectuel de Dieu, ce qui est terriblement austère. Est-ce que vous voulez dire que ce moine, Alors, non, mais là, c'est essentiel. Là, par contre, il faut rester sur ce plan. C'est l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire c'est l'extase qui est visée. Et donc, ça éteint tout le reste. C'est pour Spinoza, bien sûr qu'il faut les passions, il faut tout un tas de choses pour vivre, mais le but ultime, et évidemment le but ultime d'un individu, et comme l'ensemble des individus de l'humanité dans son ensemble, c'est chaque individu, c'est la totalité des individus, eh bien c'est l'extase qui est visée d'une certaine façon. Sauf qu'à son époque, il ne pouvait pas le dire, mais c'est ça. Il était certainement, alors pour Spinoza, il n'y a aucun doute, dans la servitude en devenant moine. Mais il change peut-être qu'il sera dans la servitude en laissant parler un affect. Il ne va pas quitter une servitude pour une libération, puisque il y a des pages terribles de Spinoza, terribles. Contrairement au portrait du Spinoza, vive la vie comme ça, ou les affects. Quelle vie? La vie de l'esprit, oui. Mais l'amour sexuel, l'amour charnel pour une femme, qui engendre la jalousie et qui fait que la joie se renverse en son contraire, ça peut être absolument terrifiant. Et donc le salut, c'est réenchaîner, non certes pas éradiquer les affects, mais essayer de les réenchaîner selon un ordre pour l'intellect. Alors ce pauvre moine, peut-être qu'il est dans cette direction, il va falloir qu'il travaille beaucoup. Vous touchez un point important sur lequel nous reviendrons dans la 4e émission consacrée à Spinoza dans cette série, jeudi, qui est que cet homme qui a souhaité qu'on ait un rapport non immédiatement moral aux affects, il faut voir ce qu'ils donnent, s'ils correspondent à quelque chose, alors vous m'expliquerez, qui est rationnellement bien au sein du monde, de la nature, de la raison, voilà, on va réfléchir à tout cela. En tout cas, ce Spinoza-là, qui nous libère quand même de certains affects mauvais, qui ne sont pas forcément mauvais, nous libère de l'erreur en ne portant pas de jugement moral dessus. Ce Spinoza-là restera toute sa vie extrêmement méfiant envers les femmes. Ah oui, d'où ces pages terribles. Il faudrait retrouver le passage précis qui est dans l'Éthique 4 et qui décrit justement ce dispositif d'assujettissement épouvantable qui peut lier une chose singulière à une autre chose singulière sous l'imaginaire. Parce qu'il y a toute la question aussi de l'imagination qui fait qu'on tombe amoureux ou qu'on entre dans une relation spéculaire, narcissique, limitation des affects. Et moi, il me semble clair, c'est une lecture possible, ces grands textes qui donnent lieu à tant de lectures possibles divergentes, mais il peut sembler que tant qu'on reste sous l'imaginaire, ou ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance, qui inverse l'ordre des causes, nous sommes assujettis. Et que la relève... Donc, en somme... L'amour, c'est l'amour de Dieu. En somme, bien entendu, mais c'est simplement parce que il y a une difficulté majeure à atteindre cet état avec un homme, avec une femme, voilà. Mais tout simplement parce que nous ne sommes pas aptes à atteindre cet état, parce qu'on pourrait. Le tantrisme permet d'atteindre cet état d'extase à deux en réalité. Donc c'est juste parce que c'est très compliqué de l'atteindre seul et encore plus compliqué de l'atteindre à deux que Spinoza vous repousse un petit peu
veut s'isoler de la difficulté à vivre avec quelqu'un dans une conscience ordinaire. Évidemment que s'il avait pu pratiquer une conscience extatique à deux, si une femme avait été tombée dans un amour absolu de Spinoza et réciproquement et connaissant la possibilité d'aimer Dieu, donc à travers l'autre, à deux, dans cette fusion, parce qu'en fait c'est ça le tantrisme, c'est à deux être dans une fusion divine avec le divin au milieu, au sein de cet amour-là. Si ça avait été dans l'esprit de Spinoza, il n'aurait pas eu d'hostilité envers les femmes, quoi que ce soit. Alors mais bon, cet état-là, c'est un état extraordinaire j'ai dit que je ne sais pas s'il est vivable, si on peut arriver à le vivre. L'égard de d'autres, sur les affects sexuels, par exemple, dont il se méfie beaucoup. Évidemment, ça produit plusieurs lectures. Donc c'est justement parce que Paul Ratto, c'est justement parce que la sexualité n'est pas prise au sens mystique. Parce que je pense que si elle est dans un état véritablement mystique, si c'est une sexualité qui se prend avec autrui, avec quelqu'un qu'on aime de façon mystique en même temps, je pense que on peut atteindre un état justement subliminal. Vous avez envie de dire que Deleuze a favorisé une lecture relativiste, j'ai dit ce que j'en pensais, mais je vous donne en cadeau un moment de Deleuze dans un cours où vraiment on a l'impression que pour lui Spinoza c'est celui qui est parfaitement relativiste et qui abolit les notions de bien et de mal. Écoutez. Bon, là ça fait partie des chefs-d'œuvre du dialogue philosophique de Deleuze. Une race de philosophes étranges, ils nous disent quoi? Ils nous disent oui, d'accord, le mal n'est rien. Ils ajoutent, très vite, pour pas trop se faire entendre, ils ajoutent parce que le bien non plus. En d'autres termes, le mal n'est rien, bien sûr, puisqu'il n'y a ni bien ni mal. Et ça, je pense que c'est pas ce que dit Spinoza et c'est pas ce que la mécanique universelle dit non plus. C'est le bien qui est le summum, qui est le gagnant. Voilà, il y a la lutte entre le bien et le mal qui traîne l'humanité, qui entraîne l'humanité vers son état de perfection. Mais le bien, c'est la valeur suprême, évidemment. Oh, mais alors ça rebondit, qu'est-ce qu'ils veulent dire ceux-là? C'est des fous complets, quoi. Il n'y a pas de bien ni de mal. Alors quoi, assassiner les gens, on peut y aller. Donc Spinoza se sert, il est très sournois, Spinoza, vous voyez, dans sa loyauté philosophique, dans sa grandeur, il parle comme tout le monde pour dire quelque chose de complètement différent. Le mal n'est rien, oui, mais moi je suis l'homme qui vous annonce qu'il n'y a ni bien ni mal, et c'est pour ça que le mal n'est rien. Et là encore, longtemps après. Bien entendu que le bien, une fois qu'on a atteint par exemple l'extase, et c'est ce vers quoi va l'humanité, quand on atteint l'extase, le bien, c'est quelque chose qui est inclus dans le vivant. Donc il n'y a plus à le réfléchir, il n'y a plus à le penser, à vouloir faire le bien, parce qu'en fait tout ce qu'on fait c'est bien. Donc il est fondu dans la masse de l'être humain dans cet état-là. Donc le bien n'existe pas non plus en lui dans ce sens où la nature devient cet état de bien en somme. Après ce sera repris par quelqu'un qui intitule un de ses livres principaux Par-delà le bien et le mal. Il lance cette formule qui pourrait, je vous jure, à la lettre, qui pourrait être signée Spinoza, qui est par-delà le bien et le mal, comprenez qu'il n'y ait pas plus de bien qu'il n'y a de mal, cela du moins ne veut pas dire par-delà le bon et le mauvais.
quand même un bémol à la fin, mais incontestablement, Paul Rateau, cet extrait, où d'ailleurs on entend un Deleuze... Après, alors, c'est Nietzsche, ben oui, sans doute, le bon et le mauvais, c'est juste une façon de descendre du spirituel, le bien et le mal, au législatif, le bon, le mauvais, mais ça pourrait être le licite et l'illicite, en somme. C'est juste pour sortir du religieux cette valeur, mais elle est toujours préservée au fond. Et d'ailleurs, on le voit, on est toujours sur les mêmes bases. Et c'est les bases, elles sont les interdits mosaïques ou les premiers interdits peut-être. Mais enfin, globalement, les premiers interdits de la Bible, qui sont déclinés sur des milliers de... Cabotin, il faisait court quand même, avec beaucoup de malice et ouais, de c'est clair. Mais ça vous donne tout à fait raison. Là, il semble appuyer sur le Spinoza pour lequel le bien et le mal n'existeraient pas. Alors, je ne sais pas si Spinoza est sournois, mais Deleuze, s'il l'est, Deleuze l'est aussi un tout petit peu, manifestement dans l'extrait que l'on vient d'entendre le montre, dans la mesure où dire que bien et mal sont relatifs. Il faut en fait savoir ce qu'on entend par relatif. C'est-à-dire que effectivement, bien et mal sont relatifs dans la mesure où ils impliquent une relation. Pour Spinoza. Pour Spinoza, alors on arrive. Pour Spinoza, ce sont des êtres de relation, bien et mal, dans la mesure où bien et mal ne sont pas des propriétés des choses, ne sont même pas des choses comme telles. C'est-à-dire qu'ils n'existent que dans la relation que j'ai avec un objet extérieur. C'est-à-dire, je suis l'exemple que prend Spinoza dans la préface d'Éthique 4. Il dit voilà, la musique, elle produit un certain plaisir au mélancolique. Elle produit une insatisfaction, une douleur chez celui qui est affligé, et elle est indifférente chez le sourd, puisque le sourd, évidemment, la musique n'est ni bonne ni mauvaise pour le sourd, mais elle est bonne pour le mélancolique parce que ça apaise sa douleur, et pour celui qui est affligé, elle est pénible à écouter. Donc autrement dit, la musique en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Le bien et le mal sont dans leur relation entre l'état de l'âme du sujet et les caractéristiques objectives de l'objet avec lequel je suis en relation. Donc si on supprime l'un des deux termes, le sujet ou l'objet, disons, eh bien le bien et le mal disparaissent. Donc bien et mal consistent dans cette relation, sont impliqués par cette relation. Donc de ce point de vue-là, nous avons, si je puis dire, trois relativités. C'est-à-dire que le bien et le mal sont relatifs l'un à l'autre, l'un se définit par l'autre, et notamment le mal par rapport au bien. Bien et mal sont variables dans la mesure où, selon mon état, c'est-à-dire si le mélancolique guérit de sa mélancolie, le rapport qu'il va avoir à la musique va être différent, et le sourd pour lequel le bien et le mal, la musique n'est ni bonne ni mauvaise, s'il se met à entendre, eh bien, d'indifférente qu'elle était, elle va devenir bonne ou mauvaise. Donc, cette relativité-là, elle permet de considérer que il n'y a pas de bien et de mal absolu, c'est-à-dire dans les choses mêmes. Que le mal n'est rien veut dire... Alors c'est là une ambiguïté dans la bouche de Deleuze, parce que dire que le mal n'est rien, c'est une vieille thèse augustinienne qui consiste à dire que il n'y a pas de consistance ontologique au mal, c'est-à-dire qu'il n'est pas une substance, il n'est pas un être. Ça vient d'Augustin contre les manichéens qui établissaient une substance du mal opposée à une substance du bien. Ça, c'est très intéressant parce que effectivement, Saint Augustin avait raison, et Spinoza a raison, et Nietzsche a raison, et Deleuze a raison dans ce sens-là. Il n'y a pas de substance. Le mal n'est pas une substance qui ne disparaîtrait pas de la création de l'humanité, qui pourrait ne jamais disparaître. En réalité, c'est là où justement, quand on peut imaginer la finalité de l'humanité, une finalité comme je l'exprime sur la mécanique universelle, c'est-à-dire l'accession à l'extase,
à ce moment-là, il y a, le mal ne peut plus être, le mal n'est plus intrinsèque à la vie, et c'est pour ça que pour Nietzsche, même pour Spinoza, le bien et le mal ne sont pas des réalités absolues. C'est pas alors le bien non plus, puisque dans l'état d'extase, dans la perfection, dans l'éveil, dans la sagesse absolue, eh bien le mal est fondu, le bien est incarné dans le vivant, c'est-à-dire il est une sorte de voilà, on se comporte, il n'y a plus à y réfléchir en somme. Et par contre, le mal a disparu. Donc le mal, ça n'est pas une réalité absolue. Ce sont des idées relatives. Allons-y. Principe du mal à un principe du bien. Donc de ce point de vue-là, lorsqu'il dit que bien et mal ne renvoie pas à un être des choses, il a raison. Cela dit, cette critique des notions de bien et mal qui ne renvoie pas à une propriété des choses ne veut pas dire que Spinoza lui-même, au début de la 4e partie de l'éthique dans la préface, va, après avoir critiqué ces notions, puisqu'il ne faut pas les substantialiser, affirme qu'il faut les réhabiliter. Il faut réhabiliter. Donc il y a un double mouvement. Voilà, parce qu'il détruit une vision. Alors, si c'était Nietzsche, on dirait la moraline détestable des êtres vulgaires. Bon, il dirait sans doute être vulgaire. Bien sûr, mais réhabiliter, c'est-à-dire remettre dans un bon ordre ce qu'on appelle le bien et le mal, mais l'expurger du mal qu'on accroche à du bien. En l'appelant mal enfin voilà le mal qui est utilisé par les religieux, par les dominants, etc., qui va servir à dominer autrui, par exemple. Voilà, toutes ces valeurs-là, c'est ça que cherche à expurger Spinoza dans sa grande il y a une vision première idiote du bien et du mal. Mais elle est pas idiote, elle est basique, elle est comme ça, elle est archaïque, et puis voilà, mais tu ne tueras point, c'est basique, mais en même temps c'est voilà. Il y a la complexité qui va derrière. Qui sont d'ailleurs contestables et qui sont en plus placés dans les choses elles-mêmes, alors que c'est dans l'état du sujet qui perçoit. Mais bon, vous affirmez, de toute façon, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense pas qu'il faille tirer Deleuze trop loin dans la position opposée. Vous affirmez que après ce premier geste, il y en a un deuxième, qui est de dire de son point de vue ce qu'est le bien et le mal. Tout à fait. C'est-à-dire que bien et mal reçoivent une définition par la raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous enseigne Spinoza, c'est qu'en réalité, on ne peut pas faire l'économie de ces notions. Et alors, voilà, bien sûr, on ne peut pas faire l'économie de ces notions, et sur la mécanique universelle, j'en fais la genèse de ces notions. J'explique comment l'humanité a construit ces notions, et en fait, en construisant ces notions, s'est constituée en humanité. C'est en faisant passer des instincts sur la conscience et des interdits instinctifs, par exemple, celui qui permet à nos cousins chimpanzés, quand un subalterne et un dominant se bagarrent et que le subalterne perd, il lui tend le cou, ou il se couche, le dominant pourrait lui trancher la gorge, ou le mordre, ou lui faire du mal, et il s'arrête. Donc cet instinct qui arrête notre cousin primate,
eh bien c'est devenu nos lois en réalité. Voilà, c'est devenu, tu dois pas frapper un homme à terre, tu dois pas, etc. Des choses, c'est devenu c'est rentré dans la culture humaine. Et après, ça s'est décliné évidemment. Donc cet interdit de tuer, ben c'est devenu tu ne tueras point. Et ce tu ne tueras point, c'est devenu un pavé comme ça, le code pénal qui l'a complètement qui a survolté tous les interdits, qui a multiplié ces interdits pour neutraliser de plus en plus la capacité humaine à s'affirmer aux dépens d'autrui. Voilà. Bon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser une morale sans un concept de bien et de mal. Mais ça ne veut pas dire que ce concept de bien et de mal sont absolus. On voit des réalités absolues. Il reste relatif, mais le bien va être défini comme ce qui est utile au modèle de vie que l'on souhaite réaliser, c'est-à-dire à cette émancipation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que Spinoza va dire, bon d'accord, il faut pas être dupe de ces notions de bien et mal, mais il faut les redéfinir rationnellement, parce qu'on en a besoin, on ne peut pas en faire l'économie, dans la mesure où sera considéré comme bien, ou sera défini comme bien, ce qui nous aide à réaliser cette émancipation morale et politique, comme le disait Pascal, qui est l'horizon de l'éthique. Et sera déclaré mauvais ce qui y fait obstacle, c'est-à-dire tout ce qui vient accroître notre puissance d'agir, tout ce qui vient augmenter notre perfection, entendu comme ce qui vient aider cet effort de persévérer dans notre aide, sera déclaré bon. Ce qui y fait obstacle, ce qui limite, ce qui restreint cette puissance d'agir, sera déclaré mauvais. Mais ça ne veut pas dire que bien et mal, encore une fois, sont des réalités absolues, indépendantes de notre esprit, mais c'est simplement une valeur opératoire, si je puis dire, de ces notions. C'est-à-dire, pour réaliser cette libération que Spinoza, à laquelle il nous appelle, qui est à la fois morale et politique, eh bien, nous avons besoin de ces notions, mais alors, sans en être dupe. Je voudrais que Pascal... Voilà, alors on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.